la guerre d'eau lourde norvégienne. La guerre d'eau lourde norvégienne est probablement l'événement le moins connu, mais le plus important de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci était une série d'offensives exécutées par les Alliés en but d'arrêter la production d'eau lourde des Allemands. L'eau lourde, aussi appelée l'oxyde de deutérium, est un ingrédient clé dans la production des armes nucléaires. Quand on considère comment les Alliés ont pu arrêter la production des armes nucléaires des nazis, on imagine à quoi aurait l'air le monde si les nazis étaient capables de produire et d'utiliser une bombe nucléaire. Maintenant pour la description de Vemork. Construit en 1911 dans le sud de la Norvège, dans la province de Telemark, le Vemork était la seule usine d'eau lourde dans toute l'Europe. En 1938, deux physiciens autrichiens, Otto Frisch et Lise Meitner, prouvent l'existence de la réaction nucléaire en fission. Seulement quelques mois après ceci, en janvier 1939, la Partie nationale socialiste de l'Allemagne réalise le pouvoir destructif du fission nucléaire. Ayant déjà les meilleurs physiciens au monde, Hitler gaspille peu de temps à les militariser en créant le premier projet des bombes nucléaires au monde. À ce temps, les Alliés n'avaient même pas encore considéré l'idée d'utiliser le pouvoir nucléaire dans une situation militaire. Alors, le danger du projet nazi était encore plus menaçant pour les Alliés. Maintenant pour la crise géopolitique durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici le territoire de l'Allemagne en 1938, avant que la guerre commence. Mais seulement 4 ans après, en 1942, l'Allemagne a le contrôle de la vaste majorité de l'Europe. En 1940, l'Allemagne envahit la Norvège. Les historiens croient que les 3 raisons pourquoi Hitler a décidé d'envahir la Norvège étaient car 1. Parce que Hitler voulait contrôler complètement la seule source d'eau lourde en Europe, étant Vemork. 2. Pour plus facilement déployer ses sous-marins dans l'océan Atlantique en utilisant la côte de la Norvège. Et 3. Car les nazis pensaient que la Norvège était l'épicentre de la race aryenne. Maintenant que les nazis avaient le contrôle total de la seule source d'eau lourde en Europe, les Alliés devaient réagir rapidement pour arrêter la production des armes nucléaires nazies. La réponse à cette menace était une série d'offensives sur Vemork. Leur premier offensif était Opération Gross. Au 18 octobre 1942, le SOE, étant le service secret britannique, a envoyé 4 espions norvégiens dans les montagnes autour de Vemork. Leur but était de ramasser le plus d'informations possible sur l'usine. Quelques semaines après, l'opération Freshman était lancée par la SOE. Ceci était 34 parachutistes du 1st Airborne Division de l'armée britannique. Leur but était de 1. Aller faire un rendez-vous avec l'équipe Gross, puis 2. De lancer un assaut puis détruire l'usine à Vemork. Les parachutistes étaient transportés dans des planeurs qui étaient remorqués par des bombardiers Halifax. Toutefois, les conditions météorologiques ont fait qu'il y avait une visibilité minime pour les pilotes et les planeurs ont dû faire des atterrissages forcés loin de l'équipe Gross. Les parachutistes qui n'étaient pas tués dans les atterrissages forcés étaient capturés puis exécutés par les nazis
qui occupaient la région. Cependant, l'équipe Gross demeurait silencieuse et inconnue aux nazis, haute dans les montagnes autour de Wehrmacht. Après la faillite de l'opération Freshman, les nazis installent des projecteurs à champ de mines et augmentent le nombre de gardes qui circulaient la périmètre autour de Wehrmacht. Ces nouvelles fortifications repoussent drastiquement la date de la prochaine offensive sur Wehrmacht. Après plusieurs mois de préparation, le SOI lance l'opération Gunnerside. Ceci était 6 commandos norvégiens qui étaient envoyés à Wehrmacht pour rencontrer l'équipe Gross au 16 février 1943, puis encore infiltrer et détruire Wehrmacht. Ils ont exécuté leur mission la nuit du 27 février 1943. En premier, ils ont dû contourner un pont qui traversait une ravin qui mesurait 200 mètres en profondeur. Après faisant ceci, ils ont trouvé un ancien chemin de fer qui n'était pas surveillé par les gardes nazis de Wehrmacht. Ce chemin de fer les amenait à l'intérieur de l'usine. Dans l'usine, les commandos ont placé de nombreuses charges sur les appareils d'électrolyse qui étaient utilisés pour fabriquer l'eau lourde. La mission était un grand succès, mais toutefois, les nazis ont pu rapidement reconstruire les appareils d'électrolyse et recommencer la production d'eau lourde. Plus tard, les Américains réalisent l'importance de la destruction de Wehrmacht. Ils lancent plusieurs opérations de bombardement sur Wehrmacht. Le premier comptait 143 bombardiers B-17, mais seulement 111 des 711 bombes lancées ont frappé leur cible de Wehrmacht. Une autre mission de bombardement a été lancée par les Américains sur Wehrmacht le 16 et le 18 novembre. Cette fois, seulement 35 bombardiers ont été envoyés en Norvège, mais cette fois, la mission était un grand succès et Wehrmacht était complètement détruite. Maintenant que les nazis ne peuvent pas produire plus d'eau lourde, ils décident de transporter leurs dernières réserves en Allemagne. Toutefois, Knut Haugland, un des espions de l'équipe Gross, était encore dans la région. Il entend parler des plans nazis et il recrute 2 autres membres de la milice norvégienne pour placer des charges et détruire le traversier qui transportait les dernières réserves d'eau lourde. À minuit du 20 février 1944, Knut Haugland et les membres du milice norvégienne détonnent les charges et les dernières réserves d'eau lourde nazies tombent au fond du lac Tinn en Norvège. Suite à la perte de toute leur eau lourde dans cet écoulement, les nazis abandonnent complètement leur projet de développer une arme nucléaire. Quand on revient à notre question de qu'est-ce que l'Allemagne ferait s'il avait la chance d'utiliser une bombe nucléaire, on pourrait dire que l'Allemagne, bien sûr, utilisera leur bombe nucléaire sur la Grande-Bretagne et par la suite gagner la guerre en Europe. Avec contrôle de la Grande-Bretagne, l'Allemagne pourrait facilement contrôler les colonies britanniques qui étaient dans ce temps le Canada.
Sur cette carte, tous les zones rouges et roses représentent les régions occupées par les nazis. Cette petite gare, située dans un coin éloigné de l'Europe, souligne l'idée que les actions à petite échelle peuvent produire des résultats d'une très grande portée. Merci.